est dédié à André Le Nôtre pour le 400e anniversaire de sa naissance. Et que donc évidemment on a mis l'accent pendant toute cette saison et surtout pendant la saison d'été et pendant le printemps sur les jardins de Versailles. Et c'est un hommage évidemment que nous rendons à Le Nôtre, mais c'est aussi un hommage que nous rendons aux jardiniers d'aujourd'hui et à nos jardiniers qui font que ces jardins, à travers le temps, gardent cette image. Et notre travail, et Jacques Moulin vous le dira mieux que moi et plus longuement, notre travail c'est de faire revivre ces jardins, de travailler dans les bosquets comme nous travaillons dans les appartements du château. Parce qu'au fond, ici, on a un véritable musée de plein air qui nous est envié dans le monde entier, je crois. Non seulement avec ses jardins, mais avec ses sculptures, avec ses statues. Et donc, l'idée que nous avons, c'est de faire revivre les jardins comme nous faisons revivre le château de Versailles et les Trianon. Et le contexte de l'année Le Nôtre, évidemment, nous y invite parce que Le Nôtre, c'est beaucoup plus que Le Nôtre et c'est plus que les jardins. Je crois que c'est l'esprit de Versailles. C'est la création dans toute son effervescence du temps de Louis XIV et qui se manifestait à la fois dans les jardins et à la fois à l'intérieur, si bien qu'on ne faisait pas de grandes différences et qu'on peut dire que Le Nôtre était un grand architecte à l'égal des architectes qui ont construit le château de Versailles. Et donc c'est toute cette vie de Versailles qui est mise à l'honneur cet été ici. Elle est mise à l'honneur aussi dans des travaux très importants que nous faisons. Alors ça peut paraître très bizarre de faire des travaux, les travaux du bassin de la Tonne que vous allez voir, et de dire voilà, on a fait un grand chantier au milieu de ce jardin qui pourrait être considéré comme un peu pesant et comme pouvant défigurer un peu le jardin. Et bien nous pensons pas du tout. Nous pensons qu'on rentre dans cet hommage à Le Nôtre en faisant ces travaux. Parce que quel meilleur hommage rendre à quelqu'un que d'entretenir ce qu'il a conçu et ce qu'il a rêvé. Donc ça c'est effectivement tout l'objectif de ces travaux importants. Je vais mentionner aussi l'exposition de Giuseppe Pennone, parce qu'on peut dire que c'est la même histoire qui continue. L'art contemporain à Versailles, c'est toujours la création à Versailles. Et là, on a voulu, et c'est particulièrement, je crois, réussi cette année, exprimer l'approfondissement qu'il peut y avoir dans cette relation de l'art contemporain avec le patrimoine historique, parce que nous avons choisi un artiste qui s'inscrit délibérément dans ce dialogue avec ceux qui l'ont précédé, dans le dialogue avec Le Nôtre, et tout ce travail qu'il fait sur les arbres, eh bien, à sa façon à lui, c'est aussi s'inscrire dans cette longue histoire. Et ce qui est le plus passionnant, c'est de considérer qu'il n'a pas fait d'œuvre spécialement pour cette exposition, il n'en a fait qu'une, le marbre que vous verrez tout à l'heure, et que son œuvre, qui n'est pas donc faite pour Versailles, eh bien son œuvre s'inscrit dans Versailles, parce qu'effectivement lui-même s'inscrit dans cette longue histoire de ce dialogue avec la nature, même s'il l'aborde par un biais évidemment différent de celui de Le Nôtre. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et bien sûr, en plus, cet arbre que vous voyez ici, l'écorce de cet arbre, c'est l'écorce d'un arbre qui a été foudroyé par la tempête de 1999. Et Giuseppe Pennone, à ce moment-là, avait souhaité pouvoir travailler sur des arbres. On lui en avait donné 2. Il en avait acquis, grâce à Claude Berry, qui était un grand collectionneur de ses œuvres, il avait acquis 2 de ces arbres. Et l'un d'eux était trop grand pour revenir à Versailles. Et donc on a fait venir celui-ci parce que celui-ci, il avait justement travaillé sur l'écorce qu'il a moulé. Et donc il a replanté un arbre au milieu de cette écorce. Et donc là aussi, quelle meilleure manière de célébrer la vie que de mettre cet arbre à cet endroit. Voilà. Techniquement, il a pris l'écorce. Techniquement, l'écorce est moulée et on a remis un arbre au milieu. C'est un vrai arbre. D'ailleurs, nous le voyons changer tous les jours. Comme il pleut, il pousse. C'est déjà ça. Et il reste là. Ah non, malheureusement, c'est son œuvre. Donc son œuvre sera déplacée. Et nous garderons l'arbre. Ce qui est aussi une manière de perpétuer les choses. C'est-à-dire qu'à la fin de cette exposition, fin octobre, donc je crois qu'en novembre, au moment où tout prend racine, à la Sainte-Catherine, eh bien nous irons planter avec Giuseppe Pennone un arbre à l'endroit que Jacques Moulin nous aura désigné. Et donc voilà, transition heureuse pour lui céder la parole et pour que vous puissiez faire cette visite sans attendre avec lui. Parce que c'est ça qui est le plus important. Je crois qu'ici, à Versailles, le plus important, c'est de regarder. Voilà.
Merci à vous. Je ne vais pas faire toute la visite avec vous. En priorité, je vous demande toute votre indulgence. J'ai quand même essayé de me rattraper depuis que je suis ici pour connaître à peu près le domaine. Il faut faire confiance aux nouveaux. Et le domaine de Versailles était quand même bien connu. J'ai eu le loisir de me plonger dans beaucoup de livres, beaucoup d'archives, beaucoup d'écritures ici. Depuis 30 ans, l'histoire des jardins a profondément changé. L'histoire des jardins de Versailles aussi. Nous ne pouvons plus voir Versailles comme nous le voyions, comme nous le racontions il y a 30 ans. Alors je vous éviterai ce que vous trouverez dans les livres. Vous aurez un dossier de presse très complet où vous aurez des tas de détails à l'intérieur. Je m'attacherai plus, pour éviter d'être ennuyeux, sur toutes les nouveautés des découvertes que l'on a faites sur ces jardins, sur leur identification, sur leur réputation, sur leurs changements, sur leurs attributions, et donc j'insisterai plus sur cette partie qui est un peu l'actualité historique du domaine. Également, j'ai essayé que nous fassions un parcours rapide pour que nous puissions être à l'heure du déjeuner en bas du côté du Grand Canal. Donc nous ne verrons qu'une petite partie des jardins, mais j'ai essayé de faire en sorte que cette partie des jardins accompagne les travaux et la démarche que le domaine a eue sur ces jardins depuis 30 ans. Depuis 30 ans, un très gros travail de restauration de ces jardins a été fait. Je crois que même ceux qui sont habitués à la visite des jardins de Versailles ne peuvent plus le voir de la même manière aujourd'hui. Les parterres que vous allez voir même au centre datent d'il y a quelques semaines. Ils ont été scrupuleusement reconstitués à partir des documents et des archives et des traces anciennes. Néanmoins, un visiteur d'aujourd'hui voit Versailles pour la première fois. C'est un peu cette découverte de première fois que je vous proposerai. Je vois que nous sommes rejoints par Alexandre Marat, déjà pratiqués, qui ont déjà cette expérience. Voilà. On aimerait qu'il y en ait plus, mais... Alors, petite étape ici, sur le haut de l'orangerie, que l'on verra du bas. Je ne savais pas quel temps nous aurions. On va essayer d'alterner un peu d'ombre et de lumière. Alors, première des légendes à faire tomber, c'est celle de l'implantation de Versailles dans un site fangeux. C'est un terme récurrent depuis que Saint-Simon a publié ses mémoires, mais Saint-Simon était sans doute un très grand observateur du monde et un très grand écrivain. Ce n'était en aucun cas un grand commanditaire de jardin et un grand maître d'ouvrage. Le site qui a été choisi ici par Louis XIV est un site tout à fait exceptionnel. Et Louis XIV était extrêmement observateur. Louis XIV avait, dès avant 1960, quand il avait donc 20 ans à peine, Louis XIV avait visité Vaux-le-Vicomte, avait visité Maison Lafitte, avait visité le Raincy, c'est-à-dire les 3 plus importantes propriétés qui sont construites autour de Paris dans les années 1650. Louis XIV, bien évidemment, habite les maisons royales, que sont Fontainebleau, que sont Saint-Germain-en-Laye. Louis XIV a une grande expérience des châteaux, et surtout une grande observation des travaux qui sont faits et des jardins. En l'occurrence, on le sait par un certain nombre de discussions qu'il a pu avoir, il trouve les sites de Vaux-le-Vicomte bornés. Vaux-le-Vicomte est construit dans une cuvette et on a par définition une vue bornée par le talus qui est en face de toi. Il trouve les implantations de Maison Lafitte ou du Raincy relativement planes et sans caractère. À côté de ça, Louis XIV, vous le savez, habite Saint-Germain-en-Laye. On identifie toujours le règne de Louis XIV avec Versailles. Louis XIV ne s'est installé et n'a installé que tardivement la cour à Versailles. Quand Louis XIV prend le pouvoir en 1661, il va continuer d'habiter 20 ans à Saint-Germain-en-Laye. Et à Saint-Germain-en-Laye, il y fait ses premiers grands jardins. Je ne compte pas Fontainebleau, qui est une maison dont il a toujours voulu garder le caractère ancien et les jardins, globalement, dans leur disposition héritée des siècles précédents. Mais il a ses premières expériences à Saint-Germain-en-Laye, et Saint-Germain-en-Laye, sur ce site dominant extraordinaire, d'où l'on a une vue sur toute la région parisienne, Louis XIV essuie ses premiers échecs. La grande promenade qu'il fait
qui est une promenade de 3 km de long, qui est un travail cyclopéen. Cette grande promenade sur un paysage aussi vaste que celui de tout le bassin parisien, eh bien, au mieux, cette terrasse, qui est un ouvrage énorme, n'a l'air que d'un balcon. Il crée ses premiers grands parterres, et le grand parterre de broderie qu'il commande à Le Nôtre, il est immédiatement surnommé le Sénégal, par toute la cour, qui rôtit, qui y a trop chaud, et qui le fuit. On passera devant les statues, et elles sont nombreuses. Un château comme un château royal s'inscrit dans une volonté politique et démonstrative. Pardon, mais Versailles est en priorité un showroom. Un showroom de l'art français à une époque où l'ambition précise du roi consiste à faire que l'art français rivalise et même dépasse l'art antique. Il est très significatif qu'à une époque où l'on considère encore que l'art est principalement produit en Italie, les deux principales sculptures italiennes du domaine aient été, par le roi, exilées aux extrémités sud et nord du domaine. Nord, on le verra peut-être tout à l'heure, c'est la renommée du roi commandée à Guido Reni, qui est un des grands sculpteurs des années 1680, et l'autre, la statue du Bernin, le portrait du roi à cheval, commandé au Bernin, que le roi n'a pas apprécié, et dont vous verrez l'original tout à l'heure protégé dans l'orangerie, et que le roi a exilé au sud du domaine, déguisé en Marcus Curtius, à la limite pour qu'on la voie le moins possible. Mais au-delà de son appréciation de la sculpture, il est très intéressant en termes de commande, de voir comment Louis XIV a pratiquement confié toutes les sculptures du parc à des sculpteurs français, en ne laissant les sculpteurs italiens qu'aux extrémités, au point lointain. C'était du chauvinisme, oui, faut l'assumer, mais voilà, ça vaut au Bernin d'avoir été exilé tout au bout de la pièce d'eau des Suisses. Et alors c'est pareil qu'il a repris en copie devant le Louvre même. L'essentiel du parc, comme il avait été fait sous Louis XIV. Et dès Louis XVI, et le transport de parc en le rejetant à la pédale. Ça a été ce dossier. Vous êtes venu en France le représenter à l'intérieur de ce dossier. On a peine à penser ici qu'on est au pied du château de Louis XIV, on est dans un monde où on ne voit rien d'autre que cette grotte avec ces trois groupes sculptés dans un environnement végétal, paysagé. On ne disait pas exactement anglais à l'époque, parce que d'ailleurs il n'y a pas un exemple anglais équivalent en Angleterre, mais on est dans un monde totalement différent. La différence vaut jusqu'à l'herbe sur laquelle vous êtes, qui était volontairement laissée avec quelques fleurs, qui n'étaient pas régulièrement tondues. L'objectif n'est pas d'avoir une couture verte, mais d'avoir justement cette herbe qui pousse un petit peu avec des pissenlits, des pâquerettes, pour avoir comme une espèce de fond de nature. Je vais vous dire que l'échelle totalement artificielle, mais il est d'autant plus plaisant qu'on a cette végétation rapide. Alors, plus que tout cet ensemble de mouvements, c'est tout ça qui est différent, c'est de dire que c'est une structure, a été fait à l'intérieur, c'est de dire avec les groupes de fleurs qui ont Alors vous entrez ici dans le salon du billard, qui était à l'origine le salon de musique de Louis XIV. Salon de musique, les musiciens se tenaient tout au-dessus des portes, et au centre également, il y avait des volets qui s'ouvraient. Et donc, c'était une pièce, bien sûr, où l'on pouvait danser, mais également où l'on pouvait discuter. Ça a été pendant un temps également la salle où le roi mange, comme on disait au XVIIe siècle. On avait commandé un fauteuil spécial plus haut que les autres pour le roi, etc. Donc tous les décors de Trianon, sachez-le, sont d'origine. Hein. Ils n'ont pas été détruits, heureusement, à la Révolution. Par contre, tout le mobilier avait été vendu, bien entendu. Donc tout l'ameublement que vous découvrez ici, c'est l'ameublement soit de Napoléon,
1805-1810, soit également du roi Louis-Philippe, comme c'est le cas dans le salon suivant. Alors ici, à l'origine, il y avait deux pièces, un salon des jeux à droite et la première chambre de Louis XIV qui se trouvait ici. Nous avons remis précisément en place le tableau Iris et Morphée qui se trouvait dans cette première chambre de Louis XIV à partir de 1688. Donc tableau entièrement bleu qui passe pour l'un des chefs-d'œuvre de Trianon, inspiré encore une fois là aussi des Métamorphoses d'Ovide bien sûr. L'un des plus beaux salons de Trianon, c'est le salon du couchant, devenu salon des Malachites. Ces pierres vertes donc qui avaient été offertes par le tsar Alexandre à Napoléon en 1808. Mais à l'origine, donc ce salon du couchant portait ce nom en raison du tableau qui est au-dessus, toujours inspiré des Métamorphoses d'Ovide, et qui représente Clytie changée en tournesol. Donc voici l'exemple type de ces métamorphoses de déesses en fleurs. Et vous voyez Apollon qui va se coucher à l'horizon en ayant abandonné sa maîtresse. D'où le nom de salon du couchant. Cette chambre ce salon a été très longtemps la chambre de la duchesse de Bourgogne qui fut la mère de Louis XV. Petite fille par alliance donc de Louis XIV. Et l'exposition commence ici dans le salon frais. Alors je vous invite à entrer dedans, bien sûr. Voilà le parti pris donc du scénographe Nicolas Adam. Donc recréer des boîtes à l'intérieur des espaces, si vous voulez, avec en particulier cette photographie de différents tessons de faïence du Trianon de porcelaine pour reconstituer une toiture, mettant bien sûr en valeur. Voilà. Voilà. Alors vous allez voir les tessons de porcelaine, enfin de faïence même. Il y en avait à l'intérieur et à l'extérieur. Tout était bleu et blanc dans le Trianon de porcelaine. Les lits également avaient des tentures bleues et blanches en soie, etc. C'était quelque chose d'extrêmement baroque, si vous voulez. Et donc, dans cette première boîte, nous avons installé différents tableaux des collections de Versailles, très peu montrés au public pour la plupart, qui représentent donc des femmes ou des personnages donc avec des fleurs. Alors, en particulier, ce petit tableau qui est ici, qui est le plus archaïque, c'est pour ça que je commence par lui, qu'il a longtemps passé pour être le portrait de Madame de Parabère, qui était la maîtresse du régent, le duc d'Orléans, pendant la minorité de Louis XV. Et en fait, bon, on a laissé tomber cette attribution de Madame de Parabère, c'est une dame inconnue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle est représentée, cette dame, dans une guirlande de fleurs, façon hollandaise ou façon flamande du XVIIe siècle. Donc ça nous montre le comte de Vermandois, qui étaient les enfants naturels de Louis XIV et de Madame de Lavallière. Le comte de Vermandois est mort très très jeune, c'est à peu près à cet âge qu'il est mort. Et à côté, vous avez une autre fille naturelle donc de Louis XIV, mais avec Madame de Montespan cette fois-ci. Vous savez que de Madame de Lavallière, il était passé à Madame de Montespan. Donc c'est Mademoiselle de Blois numéro 2. Voilà. La suite avec Madame du Barry, la dernière maîtresse de Louis XV, donc qui a habité un certain temps au Petit Trianon. Donc c'est un tableau que nous avons acquis en 2011. C'est un tableau de François Hubert Drouet, l'un des grands portraitistes du XVIIIe siècle. Et donc vous voyez cette façon de représenter les dames au XVIIIe siècle, mais c'était le cas également au XVIIe. Les dames c'était des fleurs, si vous voulez. La femme n'existait pas en tant que telle, comme vous savez. Sur notre droite, dans la vitrine, on a fait une espèce de flamboyance, si vous voulez, avec des éléments retrouvés donc du Trianon de porcelaine, que vous retrouvez donc encore une fois, bien sûr, sur la toiture. Et tout au fond, vous avez un tableau qui, d'une certaine façon, clôt l'exposition, puisque c'est un tableau qui date de 1812.
Et en fait, il représente la comtesse Legrand, qui était la femme d'un général d'Empire, de Napoléon donc, et qui se promène non plus dans un parc à la française, et c'est pourquoi ce tableau clôt l'exposition, pour montrer que nous sommes passés dans un autre état d'esprit pour les Ardents, et elle se promène dans un parc paysager à la façon de celui du Petit Trianon, ou celui également du parc de Malmaison à la même époque, celui de Joséphine.